linéaire, libre, en régime amorti. En régime amorti. Donc c'est quoi? Donc dans le chapitre précédent, donc, nous avons supposé qu'il n'y a pas de frottement. Donc, quand le système évolue, nous avons négligé les pertes vers le milieu extérieur. Dans la nature, ça n'existe pas. Donc tout système, au cours de son évolution, il y a toujours des pertes d'énergie sous forme de frottement. Donc, soit frottement entre les différents composants du système, masse contre masse par exemple. Donc une masse qui est aussi sur un sol, donc il y a toujours des frottements. Par exemple, la voiture, lorsqu'elle circule, s'il n'y avait pas de frottement, un point d'appui de la force, elle ne pourra pas avancer, donc elle va patiner sur place. Donc grâce à l'existence des frottements, que la voiture peut avancer. Et il y a aussi des frottements avec l'air. Ils sont considérables donc, pour les systèmes mécaniques qui aussi. Pour les systèmes électriques, les frottements sont caractérisés par les pertes de chaleur vers le milieu extérieur par effet Joule. Une bobine de cette L, lorsque le courant circule, vous allez remarquer que la bobine chauffe. Donc, cet échauffement est caractérisé par des pertes d'énergie vers le milieu extérieur par effet Joule. Donc, tout système, lorsqu'il évolue, donc, il y a toujours des pertes vers le milieu extérieur. Donc, on va, dans cette partie-là, étudier les équations qui caractérisent ces pertes vers le milieu extérieur. Donc, on appelle un oscillateur harmonique, on appelle un oscillateur harmonique, celle dont l'amplitude diminue dans le temps, jusqu'à ce qu'elle s'annule. Bien évidemment, lorsque un système évolue, par exemple, je lance une masse avec une certaine vitesse, du fait des frottements, sa vitesse va diminuer jusqu'à s'immobiliser. Si je prends un pendule comme ça et je lâche, donc il va osciller et au bout d'un certain temps, il va s'arrêter. S'il n'y avait pas de frottement, donc le mouvement sera permanent à l'infini, donc il ne va pas s'arrêter. Mais le fait qu'il s'arrête, c'est qu'il y a une perte d'énergie du système vers le milieu extérieur jusqu'à s'immobiliser. Donc, immobilisation du système. D'accord. Donc, ceci est dû à la dissipation d'énergie sous l'effet des forces d'amortissement et de frottement. Ces forces de frottement résistent au mouvement du système et elles sont dirigées dans le sens contraire du mouvement. Bien évidemment. Donc, le fait que c'est quelque chose donc, qui résiste au mouvement, donc quand vous marchez à contresens du vent, donc il y a un vent, donc vous sentez qu'il y a une force qui vous pousse vers l'arrière. Donc, vous avancez un main. Donc, la force de frottement, c'est une force qui s'oppose au mouvement. Donc, c'est une force qui est dirigée toujours au contraire du déplacement X, du mouvement. D'accord. Donc, avant de continuer, donc, on va définir c'est quoi un frottement visqueux. Deuxième point, frottement visqueux. Un frottement visqueux, ça vient de viscosité. Définir, c'est quoi la viscosité? Alors, lorsqu'une masse évolue dans l'air, par exemple, une masse évolue dans l'air, elle est soumise à des frottements. Ces frottements, on les appelle des frottements visqueux. En faisant l'expérience, par exemple la chute d'un objet dans l'air, on va remarquer que la force de frottement, elle est proportionnelle à la vitesse. Donc plus la vitesse est importante, plus les forces de frottement sont importantes. Deuxième paramètre, les forces de frottement sont proportionnelles à une caractéristique de l'air. D'accord. Qu'on appelle constant de frottement visqueux.
constante de frottement visqueux. Très bien. Mais évidemment, quand vous évoluez dans l'air, vous sentez qu'il y a une résistance. Une voiture, lorsqu'elle circule, donc vous voyez qu'il y a le frottement de l'air qui s'applique sur le véhicule. Donc ces frottements ont tendance à freiner le véhicule. D'accord. Alors pour comprendre cette notion de viscosité, c'est une notion qu'on définit pour les fluides. Les fluides, c'est quoi? Qu'on soit un gaz ou un liquide. C'est ça ce qu'on appelle un fluide. Donc, tout fluide est caractérisé par une constante de frottement visqueux. Donc, il possède une certaine viscosité. Il possède une certaine résistance au déplacement d'un objet dans le fluide. Je vais prendre par exemple un récipient. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur. D'accord. Je vais prendre un caillou. Je jette le caillou. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Le caillou, non, il va descendre. Est-ce que vous remarquez quelque chose? La vitesse? Est-ce que vous la percevez? Est-ce que vous percevez qu'il y a un changement de vitesse? Oui, d'accord. Bon, dans l'eau, on ne le perçoit pas vraiment. On va faire l'expérience avec de l'huile. D'accord. Je prends maintenant de l'huile et je jette ce caillou dans de l'huile. Ok. Les propriétés de viscosité dépendent de la température. Donc, plus la température augmente, plus la viscosité diminue. C'est-à-dire les forces de frottement diminuent. Vous prenez par exemple de l'huile d'olive. Un exemple, pareil. Vous mettez cette huile dans le frigo. D'accord. Donc, elle va devenir pratiquement comme une pâte. D'accord. Ok. Si maintenant cette huile, vous la mettez sur un feu. Donc, vous avez l'image. Vous avez tous fait l'expérience. Vous versez par exemple de l'huile chaude, vous avez déjà mis sur un feu, vous la versez et vous prenez la même huile, mais à température basse, par exemple à 4 degrés Celsius. Est-ce qu'elle va s'écouler de la même manière? Non. La différence, donc la première, quand elle est chaude, elle s'écoule facilement. La deuxième, elle s'écoule difficilement. D'accord. Donc je prends le caillou, je vais jeter dans de l'huile à une température par exemple de 150 degrés. Donc je vais remarquer que le caillou va descendre directement. D'accord. Si maintenant je prends la même huile à 4 degrés Celsius, donc le caillou lorsqu'il chute, donc, je vais remarquer qu'il va descendre lentement. À cause de quoi? À cause de la présence des forces de frottement visqueux. La présence de la viscosité. Est-ce que c'est clair, monsieur Paulin? Donc, si cette résistance-là qui caractérise la viscosité du fluide, d'accord, qui caractérise donc les frottements auxquels est soumise la masse lorsqu'elle évolue dans le fluide. C'est bon, c'est clair, ce point? Très bien. Donc, pour tout fluide, soit un gaz, soit un liquide, on définit une constante de frottement visqueux, alpha, donc, qui est caractéristique de la résistance qu'oppose ce fluide à l'évolution d'un objet dans ce fluide. Le meilleur exemple que vous connaissez tous, c'est l'exemple du parachutiste. Le parachutiste, bon, au cours de la chute dans l'air, donc il ouvre le parachute. Quand il ouvre le parachute, donc le parachute est soumis à des frottements de la part de l'air. Les frottements sont de nature visqueuse, des frottements visqueux de l'air sur la surface du parachute. Et puis le parachutiste, il va descendre avec une vitesse constante. Vous avez vu ça en première année, l'équation du parachutiste? En première année? Vous l'avez vu? En terminale. Voilà. Donc, en faisant l'équation, donc c'est pas la peine de refaire l'équation, le fait que vous l'avez déjà vu. Donc, en faisant donc, en écrivant l'équation, au bout d'un certain temps, on va remarquer que l'évolution de la vitesse,
elle évolue comme ça. Vous insérez un donc la vitesse se stabilise. Et le parachutiste descend à vitesse constante. Très bien. Donc si vous avez compris ça, on peut démarrer donc notre travail. Évolution d'un système dans un milieu qui présente des frottements visqueux. Donc on va commencer par les oscillations mécaniques. Alors on va prendre le système masse-ressort dans la configuration horizontale. C'est plus simple à traiter que le système vertical. Donc vous avez le ressort de constante directeur K, l'amortisseur de constante de frottement visqueux alpha et la masse. Donc l'ensemble des forces qui s'appliquent sur le système, donc vous avez la force de rappel du ressort, 1K, plus la force de frottement visqueux, égale à 1A. Donc la variable avec laquelle j'étudie le système, la variable x, donc j'aurai moins kx, moins, je n'ai pas explicité tout à l'heure la force de frottement visqueux, je vous ai dit que la force de frottement visqueux est proportionnelle à la vitesse, en plus la vitesse est importante en mesurant donc la force de frottement elle est proportionnelle. Pareil, la force de frottement visqueux est proportionnelle à la valeur de la constante alpha. Donc F est égal à alpha fois V. Mais le fait que c'est une force qui s'oppose au mouvement, il va y avoir un signe moins entre la force et la vitesse. Très bien. Donc ici, en faisant une projection, j'aurai ici moins alpha x point est égal à m x2. D'accord. Donc vous obtenez un x2 point plus alpha x point plus kx égale à 0. Donc x2 point plus alpha sur m x point plus k sur m x égale à 0. C'est une équation différentielle du second ordre. Équation différentielle du second ordre à condition constante. À coefficient constant. D'accord. Donc on aboutit à cette forme d'équation différentielle. Bon, si vous voulez qu'on traite le problème avec le Lagrangian, c'est exactement le même résultat qu'on trouve. T est égal à 1 demi de m x point au carré. L'énergie potentielle U égale à 1 demi de k x au carré. Ok. L'équation de Lagrange, donc d sur dt, dl sur dx point moins dl sur dx, égale à quoi? Qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? C'est pas égal à 0, non. Ce n'est pas nul. Le système n'est pas conservatif. Donc il y a des forces extérieures. Donc le système n'est pas fermé. Donc dans le second rang, je vais mettre les forces extérieures qui s'appliquent sur le système. D'accord. Donc ça va être les forces extérieures qui s'appliquent sur le système. Donc pour le système conservatif, masse ressort de ce que nous avons trouvé, 1x de point plus kx est égal à moins alpha, en force alpha x. D'accord. Et on obtient, pareil, 1x de point plus alpha x point plus kx égale à 0. Voilà. Donc on trouve l'équation. C'est bon, c'est clair? Très bien. S'il n'y a pas de question ici, je passe à l'oscillateur électrique. Donc en tant que physicien, vous devez connaître soit les systèmes mécaniques, soit les systèmes électriques. Donc je vais prendre un oscillateur LC. Donc pour l'oscillateur, maintenant, je prends en compte des pertes d'énergie par effet Joule dans la résistance. 1. D'accord. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre le circuit,
je charge le condensateur, comme on a fait la dernière fois. Je charge le condensateur. Une fois le condensateur est chargé, je débranche le générateur, donc il y a une énergie qui est emmagasinée dans le condensateur. Une fois le travail fait, je ferme l'intérieur. La loi des mailles, c'est exactement pareil que ce que nous avons fait la dernière fois. Donc la tension bande de la bobine plus la tension bande du condensateur plus la tension bande de la résistance égale à 0. Donc la somme des tensions sur une bobine fermée égale à 0. Donc la tension bande de la bobine, donc c'est L dI sur dt, plus la tension en bande du condensateur 1 sur C intégrale de I dt, donc c'est Q sur C, donc c'est la charge sur la valeur du condensateur, sachant que la charge c'est intégrale de I dt, plus la tension en bande de la résistance R I. Ça égale à 0. D'accord. Okay. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine étape. Donc j'enlève l'intégrale par dérivation. D sur dt. Donc L d de I sur dt plus 1 sur C fois I plus R dI sur dt égale à 0. Vous reconnaissez ici une équation différentielle d de I sur dt2 plus R sur L dI sur dt plus 1 sur LC I égale à 0. Pareil, donc équation différentielle du second ordre. Donc d de I sur dt, dI sur dt, non, pas de dérivation. Exactement pareil, seconde dérivée par rapport au temps, première dérivée par rapport au temps, non, pas de dérivation. La même structure de l'équation différentielle. Alors l'équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc pour comprendre et connaître, analyser l'évolution de notre système, donc vous avez l'équation différentielle, donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On va résoudre l'équation, tout simplement. Résolution de l'équation. Donc résolution de l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle, c'est, je vais prendre pour l'équation du système mécanique, mx de point plus alpha x point plus kx égale à 0. Donc x de point plus alpha sur m x point plus k sur m x égale à 0. Un problème? C'est bon? Donc, on pose. Réellement, on ne pose pas. C'est-à-dire c'est des transformations qui s'imposent dans la résolution pour simplifier la résolution de l'équation. Donc, alpha sur m égale à 2 epsilon. Et bien évidemment, comme la dernière fois, donc k sur m est égal à oméga 0 au carré. Donc x de point plus 2 epsilon x point plus oméga 0 au carré x égale à 0. Donc voici l'équation différentielle que je vais résoudre. Donc avec epsilon est égal à alpha sur 2m, on appelle coefficient d'amortissement distant. Donc la résolution de cette équation, non, on va utiliser donc les méthodes mathématiques de résolution des équations différentielles. On propose une solution. X est égal à, par exemple, d exponentielle r t. Enfin, vous l'avez fait normalement en maths, c'est ça? Donc, je propose une solution sous cette formule-là. Elle vérifie l'équation différentielle, donc je remplace. Je dois trouver quelque chose de correct. X point égale à r d exponentielle rt. X de point est égal à r carré d exponentielle rt. Je remplace dans l'équation différentielle. Je vais r carré d exponentielle rt plus 2 epsilon rd exponentielle rt plus oméga 0 carré d
exponentielle RT égale à 0. Je vais mettre D exponentielle RT en facteur. Voilà. Égal à 0. Donc, soit ce terme est nul, soit ce terme est nul, soit ce terme est nul. Exponentielle, on ne s'annule jamais. D ne peut pas être nul. Si D est nul, donc il ne reste rien. X égale à 0 tout le temps, quel que soit T. Donc, le seul terme qui peut être nul, c'est R carré plus 2 epsilon R plus oméga 0 carré égale à 0. Ce qu'on appelle donc l'équation caractéristique de l'égalité. D'accord. Donc la prochaine étape, c'est de retrouver les paramètres R de cette équation, en valeur de R. En qualité donc le discriminant delta. Ici donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça s'impose pour simplifier le delta. Au lieu de calculer delta, on va calculer delta prime. C'est pour ça qu'on a mis ici 2 fois epsilon. Donc delta prime est égal à combien? Epsilon au carré moins oméga 0 au carré. Donc delta est égal à combien? B carré moins 4AC. Non, ici, donc ça va être prime moins AC pour le delta. Très bien. Donc on a ce delta prime. On peut avoir trois possibilités. Soit delta prime positive, soit elle est nulle, soit elle est négative. Donc, je vais commencer par le premier cas où delta prime négative. Cela veut dire que epsilon inférieur à oméga 0. D'accord. Si epsilon inférieur à oméga 0, donc nous avons deux solutions complexes. Nous avons deux solutions complexes. La première solution, donc R1 égale à moins epsilon plus I racine carrée de oméga 0 carré moins epsilon carré sur A égale à 1. La deuxième, R2 est égal à moins epsilon moins I racine carrée de oméga 0 carré moins epsilon au carré. Et évidemment, donc racine carrée de epsilon carré moins oméga 0 carré, donc epsilon carré moins oméga 0 au carré égale à moins, ça c'est négatif, moins oméga 0 carré moins epsilon carré. Maintenant ça c'est positif. Donc ça, le I, le moins, va devenir le I carré. Donc le I sort. Donc ça devient I racine carrée de oméga 0 carré moins epsilon carré. Car la racine carrée de quelque chose de négatif n'existe pas. D'accord. D'accord, des règles. Donc pour pouvoir calculer la racine carrée, donc je fais sortir le I au carré à l'intérieur de la racine. C'est pour ça donc ça va me donner deux solutions complexes. Donc l'une complexe conjuguée de l'autre, bien évidemment. Nous sommes donc en présence de deux solutions particulières. Donc x1 de t est égal à d1 exponentielle r1 t, x2 de t est égal à d2 exponentielle r2 t. D'accord? Est égal à donc d1 exponentielle moins epsilon t, donc epsilon plus, je vais faire après, I racine carrée de oméga 0 carré moins epsilon carré fois t, d'accord, est égal à donc deuxième x2 d2 exponentielle moins epsilon moins I racine carrée de oméga 0 carré moins epsilon au carré 2 fois t. Donc ça c'est une solution particulière. Ça c'est une solution particulière. Donc la solution générale de l'équation différentielle va être la combinaison linéaire de différentes solutions particulières. Donc, la solution générale va être x de t est égal à x1 de t plus x2 de t. Donc c'est une combinaison linéaire des deux solutions particulières. Ce qui me donne
x de t égale à, donc ça plus ça, on va être, pardon? Hein? Donc t1 exponentielle moins epsilon t exponentielle, ici maintenant je partage, plus racine carrée de oméga 0 carré moins epsilon carré t, plus d2 exponentielle moins epsilon t exponentielle moins racine carrée de oméga 0 carré moins epsilon carré fois t. D'accord. Égal, je peux mettre exponentielle moins epsilon t en facteur, exponentielle moins epsilon t en facteur, d1 exponentielle plus j'ai dit quelque chose, il me semble, le i ici, le i, voilà, et j'ai oublié le i de ce côté. Voilà. Plus i racine carrée de oméga 0 carré moins epsilon carré t, plus d2 exponentielle moins i racine carrée de oméga 0 carré moins epsilon carré t. Alors, ce terme-là, je vous ai donné en annexe dans le polycopie, dans le chapitre. Je développe donc ça en imposant à la solution d'être réelle, donc vous pouvez suivre les étapes du calcul. On va aboutir à la chose suivante. Donc x de t égale à x de t égale à exponentielle, donc a exponentielle moins epsilon t cosinus oméga t plus phi, donc j'explicite, avec donc oméga égale à racine carrée, je sais que l'expression de oméga 0 carré moins epsilon carré. Donc je pose donc oméga 0 carré moins epsilon carré, donc elle a la dimension d'une pulsation, donc je vais le mettre est égal à oméga, d'accord? Donc ce terme-là, en imposant à sa solution d'avoir un caractère réel, donc j'aboutis à la chose suivante, A cosinus. Donc vous avez par exemple A1 exponentielle I oméga t plus A2 exponentielle moins I oméga t. Ça, en imposant cette solution d'être réelle, vous allez trouver que ça vaut une constante A qui est différente de ça, cosinus oméga t plus phi. Donc vous avez le détail du calcul dans le polygone. Okay. Donc la solution se présente sous cette formule, avec oméga est égal à oméga 0. On appelle ça la pseudo-pulsation. La pseudo-pulsation. Donc vous pouvez remarquer que oméga est inférieur à la pulsation propre du système oméga 0. Donc oméga 0, c'est la pulsation du système suivant. Sans amortissement. Donc ça, c'est oméga 0. Avec amortissement, vous avez oméga. Ça change. Oméga est inférieur à oméga 0. Donc, sachant que oméga est égal à 2pi sur t, donc c'est une vitesse angulaire, 2pi sur t, donc c'est inversement proportionnel, ce qui veut dire que la périodicité du système t est supérieure à la périodicité propre du système sans amortissement. D'accord? On appelle ça donc la pseudo-période. Pseudo-pulsation, pseudo-période. Je vais vous expliquer pourquoi on appelle pseudo. Est-ce que c'est clair que c'est bon? Jusqu'à pour les détails de calcul? Donc on va maintenant décortiquer la forme de la solution. La solution se présente sous la forme du produit de deux fonctions. La fonction de cosinus fois la fonction exponentielle. La fonction exponentielle. Quand je fais le produit de la fonction cosinus oscillatoire avec la fonction exponentielle,
qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la chose suivante. Donc il y a la sinusoïde qui est prise à l'intérieur de l'exponentielle. Vous aurez la chose suivante. D'accord? Donc il y a la fonction sinusoïde qui est prise à l'intérieur de l'exponentielle. D'accord? On a dit que l'amplitude du fait de l'amortissement perd de la valeur, donc le système perd de l'énergie. Donc l'amplitude, au fur et à mesure de l'évolution du système, diminue. D'accord? Donc le mouvement n'est pas tout à fait périodique. On appelle ça un mouvement pseudo-périodique. C'est-à-dire le mouvement il se répète, mais à chaque fois avec une amplitude plus faible. Donc le mouvement se répète, mais pas de la même manière à chaque fois. Il ne se répète pas de la même manière. D'accord? À chaque fois avec une amplitude différente. Donc c'est un mouvement pseudo-périodique. Donc le mouvement pseudo-périodique. D'accord? Donc avec une pulsation oméga inférieure à oméga 0, donc avec une pseudo-période supérieure à la période propre. Donc vous pouvez remarquer que, ici, tu aurais déjà, donc, plus epsilon est grand, plus oméga est faible. Donc plus epsilon est grand, plus la courbe s'allonge. Cette courbe-là s'allonge. La périodicité devient grande. D'accord? Donc la périodicité du système, à chaque fois que l'amortissement augmente, la périodicité augmente. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc pour les détails du calcul, est-ce que c'est bon? Le résultat, est-ce que c'est bon? L'interprétation du résultat, est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc, si c'est clair, donc on va définir une quantité physique. Généralement, on mesure pour déterminer l'importance des oscillations. Donc, vous avez par exemple l'oscillation à l'ordre n. Ça, c'est à l'ordre n. D'accord. Et ça, l'oscillation à l'ordre n plus 1. D'accord. Donc, vous avez une amplitude à l'ordre n égale à quoi? Égale à A exponentielle moins epsilon Tn. Donc ça, c'est Tn. Et ça, c'est Tn plus 1. Cosinus oméga Tn plus phi. D'accord. Ok. Maintenant, l'amplitude à l'ordre n plus 1. Tn plus 1 égale A exponentielle moins epsilon Tn plus 1. Alors, Tn plus 1 égale à quoi? Je vais l'écrire et je vais le développer. Tn plus 1 cosinus oméga Tn plus 1 plus phi. Très bien. Alors, Tn plus 1 égale à quoi? Égale à Tn, auquel je rajoute une pseudo-période. D'accord. Donc, elle est là. Entre ce point et ce point, vous avez une pseudo-période. Oui, une question? C'est bon? Très bien. Donc, je remplace x n plus 1 de Tn plus 1. Donc, égal à exponentielle moins epsilon Tn exponentielle moins epsilon T. D'accord. Cosinus oméga Tn plus phi plus, alors, oméga T. D'accord. Là, je développe.
Donc je remplace donc T1 plus 1 par Tn plus T. Oméga fois T égale à quoi? Oméga c'est 2 pi sur T. D'accord? Fois T, ça donne 2 pi. Donc cette quantité n'est autre que 2 pi. D'accord? Vous savez que cosinus θ égale à cosinus θ plus. Vous avez par exemple θ ici. Le cosinus θ. Quand je fais un tour complet, je reviens au même point. Donc ça c'est cosinus θ. Et cosinus θ plus 2pi. Je reviens au même point. Donc les cosinus possèdent la même valeur. Donc au final, ce cosinus et ce cosinus possèdent la même valeur, le fait qu'il y a un 2pi entre les deux. Seulement c'est clair? Très bien. Regardez, quand je fais le rapport entre ça et ça, xn sur xn plus 1 égale à quoi? Le A saute, exponentiellement epsilon tn saute, le cosinus saute avec le cosinus, donc il reste 1 sur exponentielle moins epsilon t. D'accord? Est égal à exponentielle epsilon t. D'accord? Alors cette valeur epsilon t, on l'appelle delta. Delta est égal à epsilon t, on l'appelle le décrément logarithmique. Quelle raison? La valeur de delta, il suffit de faire donc logarithme pour que l'exponentielle part. J'extrais la valeur de delta. Donc delta égale à logarithme, n'y fait rien, le xn sur xn plus 1. Donc quand je fais une expérience, par exemple d'oscillation, je mesure un certain temps. Je mesure un certain temps en valeur de l'amplitude. D'accord? La pseudo-période prochaine. Je mesure aussi l'amplitude. D'accord? Par exemple, à l'instant Tn, je trouve 7. À l'instant Tn plus 1, je trouve 5. Bien évidemment, ça descend. D'accord? Quand je fais donc le rapport entre les deux logarithmes, je calcule ce delta. Ce delta, c'est quoi? C'est epsilon fois t. La pseudo-période, je peux la mesurer avec un chronomètre. Donc, je mesure la valeur de la pseudo-période. La période des oscillations. Je peux la mesurer avec un chronomètre. Donc, les amplitudes, j'ai pu avoir accès, je les mesure. Donc, je trouve la valeur de logarithme x1 sur x1 plus 1 par la mesure. Je mesure avec un chronomètre la période t, ce qui me permet de retrouver la valeur du coefficient d'amortissement visqueux. Donc je remonte à la valeur de x. Donc ce décrément logarithmique, mon expérience expérimentalement, donc me permet de connaître le coefficient, la valeur du coefficient d'amortissement visqueux à l'eau. Donc vous avez un système. Il évolue dans un environnement. Je ne connais pas la valeur de l'amortissement. D'accord. Alors, cette expérience vous permet de remonter à la caractéristique de votre amortisseur, votre frottement. Est-ce qu'il y a un frottement? On n'est pas un. Donc, le décrément logarithmique, c'est une mesure expérimentale de l'importance de l'amortissement. D'accord. Donc, elle nous permet de remonter à l'importance de l'amortissement, à la valeur de l'amortisseur. Bon, je vous cite un exemple, un constructeur automobile. Donc, il construit un amortisseur. D'accord. Il ne connaît pas la valeur du coefficient d'amortissement. Donc, il va faire cette expérience. Donc, bon d'essai au laboratoire. Donc, il va essayer son amortisseur.
il calcule les amplitudes, il calcule l'absolu de période et va remonter directement à la valeur de l'amortisseur, de la valeur du coefficient d'amortissement de cet amortisseur. Est-ce que c'est clair l'idée? Donc c'est bon? Très bien. Donc pour cette partie-là, on l'appelle ça amortissement faible. Donc le cas avec lequel epsilon inférieur à oméga 0, on l'appelle amortissement faible. D'accord? Est-ce que c'est clair ce point-là? Dans le cas de l'amortissement faible, le mouvement est oscillatoire amorti. Donc dans le cas de l'amortissement faible, epsilon inférieur à oméga 0, le mouvement est oscillatoire amorti. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Deuxième cas, donc lorsque epsilon supérieur à oméga 0. Donc pas opposé au cas de tout à l'heure, donc ce cas-là, on l'appelle amortissement fort. Dans ce cas, les solutions sont R1 est égal à moins epsilon moins racine carrée de epsilon carré moins oméga 0 carré. Donc, dans ce cas, vous avez delta supérieur à 0. Delta prime supérieur à 0. Tout à l'heure, delta prime négatif. On va trouver des solutions complexes. R2 égale à moins epsilon plus racine carrée de epsilon carré moins oméga 0 carré. La solution donc va se présenter comme x de t égale à A1 exponentielle moins epsilon moins racine carrée de epsilon carré moins oméga 0 carré raté plus B1 exponentielle moins epsilon moins plus racine carrée de oméga 0 carré moins epsilon carré 3 t. Et ça vaut donc exponentielle moins epsilon t. On va le faire sortir. Et on en commun entre les deux. Point A1 exponentielle moins bêta t plus, je peux appeler ça A et B tout court. A et B exponentielle plus bêta t avec bêta égale à racine carrée de epsilon oméga. Epsilon carré moins oméga 0 au carré. Donc voici la forme de la solution. Dans ce cas, donc, vous avez la somme de deux exponentielles. Une décroissante et une croissante. Quelque chose comme ça plus quelque chose comme ça. Donc ça donne dans ces... Vous avez ici la forme des fonctions hyperboliques. D'accord. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails des fonctions hyperboliques. On laisse la forme de la solution sur cette forme-là. Dans ce cas, il n'y a pas d'oscillation. Le mouvement est apériodique. Donc il y a le A ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de périodicité. Il n'y a pas de mouvement oscillatoire. Pas d'oscillation. Il n'y a pas d'oscillation. Donc le système, dans ce cas-là, va revenir directement à la position d'équilibre. Il n'y a pas d'oscillation dans le système. Le système va revenir directement à la position d'équilibre. D'accord. Plus le coefficient bêta est grand, plus le temps que va mettre le système pour revenir à la position d'équilibre est long. Bêta, donc plus l'amortissement est grand, plus la force d'amortissement est importante, plus le temps que va mettre le système pour revenir à la position d'équilibre
est lent. On va mettre plus de temps. D'accord? Donc ça, c'est la caractéristique d'un amortissement fort. On perd la périodicité dans le mouvement. Très bien. Troisième cas, lorsque delta prime égale à 0. Ce cas-là, on appelle amortissement critique. Donc, amortissement critique. La solution se présente sous la forme suivante: A plus bt exponentielle moins epsilon t. On remarque toujours qu'il y a le terme d'amortissement exponentiel moins epsilon t. Ça se présente comme étant donc une droite, fois une exponentielle décroissante. Donc avec une exponentielle, donc une droite fois. Donc cette solution se présente comme le produit d'une droite par une exponentielle décroissante. Donc pareil, comme pour l'amortissement fort, le système n'est pas oscillatoire. Le système va revenir directement à la position d'équilibre. D'accord? La caractéristique de ça, ou la différence entre l'amortissement fort et l'amortissement critique, dans l'amortissement critique, le système va revenir à la position d'équilibre le plus rapidement possible. On a un minimum de temps. Donc le système va revenir à la position d'équilibre en un minimum de temps. D'accord? L'intérêt technologique de ça, c'est dans l'industrie automobile. Dans l'industrie automobile, comme vous savez, il y a le système d'amortissement. Donc, dans le système d'amortissement d'un engin, vous allez trouver donc, un ressort plus un amortisseur à l'intérieur. Donc, il y a deux choses. Il n'y a pas seulement un ressort. Il n'y a pas seulement un amortisseur. Donc, il y a un amortisseur et un ressort. Donc, c'est exactement pareil. Le système qu'on vient d'étudier. Un amortisseur, donc un ressort et un amortisseur. Donc, l'amortisseur, la structure technologique, donc il y a un fluide à l'intérieur, il y a de l'huile à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il y a un système de soupape qui fait circuler l'huile dans ces soupapes. D'accord? Donc, l'amortisseur est caractérisé par une constante d'amortissement visqueux alpha. Le ressort par une constante de raideur K. Le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il règle le système d'amortissement sur le régime d'amortissement critique. Pour quelle raison? Pour que le véhicule, lorsqu'il est déséquilibré, il faut qu'il revienne à la position d'équilibre le plus rapidement possible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il règle les paramètres de son système de telle manière à ce qu'il tombe sur le régime critique pour que le système revienne le plus rapidement à la position d'équilibre. Il ne sera pas déséquilibré au maximum de temps. D'accord? Très bien. Un deuxième exemple que je peux vous donner, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les voltmètres et les ampèremètres. Vous avez déjà utilisé. Très bien. Alors, ça, c'est un système, genre un système oscillatoire amorti. Okay. Donc, quand je fais une mesure, donc il y a l'aiguille qui va se déplacer vers une position d'équilibre. Quand je fais une mesure, si l'aiguille va mettre trop de temps pour arriver à la position d'équilibre, est-ce que l'appareil est bon? Non, il n'est pas pratique. Pour faire une mesure, ça va me demander beaucoup de temps. Ce n'est pas très pratique. D'accord? Donc je suis dans le cas de l'amortissement fort. Si l'amortissement est fort, donc le système, pour revenir à la position d'équilibre, va mettre beaucoup de temps. D'accord? Pareil,
Si je suis dans le régime oscillatoire amorti, donc l'aiguille, lorsqu'elle va se déplacer vers la position de la lecture, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça et puis, avant de se stabiliser, elle va commencer à osciller. Vous avez déjà certainement remarqué ça. C'est-à-dire, je suis dans le régime d'amortissement faible. Donc l'idéal, c'est quoi? L'aiguille va atteindre le point de lecture le plus rapidement possible. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc on décerne 3 situations pour un système amorti. Amortissement faible, epsilon inférieur à oméga 0. Amortissement critique, epsilon égal à oméga 0. Dans ce cas, le système va revenir à la position d'équilibre le plus rapidement possible et on n'a pas d'oscillation. Et dans le cas d'amortissement fort, pareil, on perd les oscillations, donc pas d'oscillation. Le système va revenir vers la position d'équilibre rapidement, mais il va mettre un peu plus de temps. Et plus le coefficient d'amortissement epsilon est important, plus le temps que va mettre pour revenir à la position d'équilibre est long. C'est bon, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? 6e point, énergie dissipée maintenant. Donc on va calculer l'énergie qui est dissipée dans un système amorti. Pour cela, je prends le système électrique. Donc l'équation de ce système, donc on avait L dI sur dt plus RI plus Q sur C égale à 0. D'accord. Sixième point. Énergie dissipée. Donc l'énergie qui est dissipée pour mon système, elle est dissipée par effet Joule dans la résistance. D'accord. C'est la chaleur qui est dissipée vers les milieux externes. Pour les calculs, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Je vais prendre la même équation. I plus Q sur C égale à 0. Je la multiplie par, donc je multiplie cette équation par cette quantité. Alors ce que je vais faire, là où il y a la charge, je multiplie par dQ. Là où il y a le courant électrique, je multiplie par I dQ. Alors donc, je multiplie cette équation par la quantité dQ qui est égale à I dQ. L dI sur dt, donc je vous ai dit là où il y a le courant, je multiplie par la quantité I dt, plus R I dt, là où il y a la charge, je multiplie par dQ. 0. D'accord. Donc j'obtiens ici L I dI, donc dt qui sort, plus 1 sur C dQ, Q fois dQ, plus R I au carré dt, que je vais mettre de l'autre côté, moins R I au carré dt. D'accord. Ok. Avant de continuer, vous avez vous reconnaissez cette forme. Ça, c'était l'énergie magnétique dans la boucle. Et vous reconnaissez cette forme. Ça, c'est quoi? L'énergie électrique dans le condensateur. Ça, c'est la bobine. Et ça, c'est dans le condensateur. L'énergie emmagasinée dans la bobine, l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Regardez, quand je fais DE magnétique sur DI, ça vous donne quoi? Je dirais par rapport au courant électrique. Ça vous donne quoi? Ça vous donne L
I. Donc, DE magnétique égale à LI DI. D'accord? Pareil pour ça. DE électrique sur DQ égale à quoi? 1 sur CQ. Ça veut dire que DE électrique égale à 1 sur CQ DQ. Très bien. LIDI, on retrouve ici. LIDI. D'accord? Et 1 sur CQD. Je le retrouve ici. Donc ça c'est quoi? C'est différentiel de 1 demi de L I au carré. D'accord? Plus différentiel de 1 demi 1 sur C Q au carré. Donc c'est différentiel de l'énergie magnétique plus énergie électrique est égal à moins R I au carré dt. D'accord. Donc ça c'est l'énergie totale emmagasinée dans le système. C'est l'énergie magnétique plus l'énergie électrique. Donc D E total égale à moins R I au carré dt. On continue. Quand je vois ça, variation de l'énergie totale, admettons quelque chose de négatif, lorsque ça évolue dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une diminution. Donc, l'état final moins l'état initial, négatif. Donc, l'énergie à un instant ultérieur moins l'énergie à un instant postérieur égale à quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'il y a une perte, le moins. D'accord. Cette perte s'opère de quelle manière? Donc, si je fais DE total sur DT, donc c'est la variation de l'énergie totale. Maintenant, il n'est pas constant. Le fait qu'il y a des pertes d'un milieu extérieur. C'est égal à quoi? Moins R I au carré. Donc ça c'est quoi? C'est une puissance dissipée. Puissance électrique dissipée vers le milieu extérieur. La puissance, c'est l'énergie par unité de temps. La puissance, c'est l'énergie par unité de temps. Donc, c'est la puissance dissipée vers le milieu électrique, vers le milieu extérieur, pardon, égale à moins R I au carré. Donc, vous reconnaissez bien évidemment ça. C'est l'énergie dissipée par effet joule dans une résistance, donc est égale à la puissance délivrée par une résistance parcouru par un courant I est égal à R I au carré. Vous vous souvenez de ça? Vous l'avez déjà vu? D'accord. Donc, cette énergie, elle est perdue à quel niveau? Au niveau de la résistance. Par quel effet? Par effet joule. Sa valeur, donc la puissance dissipée est égale à R I au carré. C'est la perte d'énergie par effet joule. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, on va voir la valeur de l'énergie qui est dissipée sur une période. Donc, dans cette partie, il y a certains calculs à faire. Énergie, c'est quel point? Énergie dissipée sur une période. Donc l'énergie qu'on vient de voir dissipée est égale à moins R I au carré dt. D'accord. Donc sur une période, DE, et je vais monter moins, lequel est perdu, d'accord, égale à moins R I au carré dt. La variation, je vais la calculer sur une période. D'accord? Donc ça, c'est une variation sur une période. Ou la perte sur une période. Ok. Donc dans le cas
faibles amortissements. Donc vous avez la charge Q de t égale à Q0 exponentiellement epsilon t cosinus oméga t plus phi. Alors pour simplifier les calculs, on va considérer que l'amortissement est faible. Vous avez un système, les pertes sont très faibles. Donc, et pour cela, pour simplifier les calculs, je néglige ce terme. Je considère que la fonction exponentielle ne baisse pas de manière vraiment drastique, importante. Donc, l'évolution de l'exponentielle évolue de manière très faible sur une période, de telle manière à ce que je peux le considérer comme étant une constante. D'accord. Donc, approximation, pour simplifier les calculs, exponentielle moins epsilon t faible. Donc, la variation de l'exponentielle moins epsilon t est faible. Donc, Q de t sur une période pratiquement est égal à donc exponentielle moins epsilon cosinus oméga t plus phi. D'accord. Juste pour simplifier les calculs. Donc, pour cela, donc, I est égal à moins Q0 oméga sinus oméga t plus phi. Très bien. Donc je trouve le courant électrique I. Donc la variation de l'énergie est égale à moins R. Je remplace la valeur de I dans l'expression de l'intégrale de 0 à t. Donc Q0 au carré, oméga carré, sinus carré, oméga t plus phi dt. Voilà. Donc on va calculer la valeur de cette intégrale. Égal à moins R Q0 au carré, oméga au carré, donc intégrale de sinus au carré, oméga t plus phi dt. Donc il suffit de calculer l'intégrale de sinus carré. Bon, sinus carré, comme vous savez, la fonction sinus est comme ça, sinus carré, ça va faire quelque chose comme ça. Alors, pour calculer sinus carré, donc on va faire transformation de sinus carré dans les relations trigonométriques. Sinus carré est égal à quoi? Sinus carré c'est égal à on n'a rien changé. On doit linéariser. On ne va pas laisser le carré. On doit linéariser. Vers puissance 1. Donc sinus carré. Donc si vous avez perdu de relation, donc il suffit d'utiliser les 4 relations fondamentales de la trigonométrie. Donc, vous avez sinus carré plus cos carré égale à 1. Vous avez cosinus A plus B égale à cos A, cos B moins sinus A, sinus B. Donc par exemple, pour déterminer ça, bon, sinus carré, sinus. On peut utiliser ça. Cos A égale à B. Donc, vous aurez quoi? Cosinus 2A égale à cos carré A moins sinus carré A. Cos A égale à B, cos 0 égale à 1 égale à cos carré plus sinus carré. Donc pour avoir le sinus carré, on devait faire ça moins ça. Faire ça moins ça. Donc sinus carré, donc ça va faire 2 fois sinus carré A. Ça il va disparaître, est égal à 1 moins cos 2. Donc sinus carré A égale à 1 demi de 1 moins cos 2A sur. Donc sinus carré θ égale à 1 moins cos 2θ sur 2. Je remplace. Intégrale de 0 à t de sinus carré oméga t plus phi dt égale à 1 demi. Intégrale de 0 à t de 1
moins cos de oméga t plus phi dt. D'accord. Égal. Donc je ne sais pas. Vous avez ici 1 demi intégrale de 0 à t de dt plus 1 demi intégrale de 0 à t de cosinus 2 oméga t plus 2 phi dt. C'est bon? Est-ce que vous suivez? Très bien. Oui, moins, merci. Moins. Alors, intégrale de ça, c'est t entre 0 et t. Donc, ça va donner grand t moins 0, c'est t. T sur 2. Ça, moins 1 demi, cette intégrale maintenant. Intégrale du cosinus sur une période. Ça, j'ai 2 fois 2 oméga. Regardez. Intégrale de cosinus oméga t plus phi sur une période. Sur une période. Ça, c'est quoi? Non, j'ai ça, plus ça, plus ça, sur une période, ça donne 0. L'intégrale de ça, je vous invite à faire une calcul détaillé chez vous, donc ça donne 0. D'accord. L'intégrale de cosinus sur une période. L'intégrale de cosinus sur une période, ça donne 0. Maintenant, intégrale de 0 à t de cosinus 2 oméga t plus 2 phi dt. C'est une fonction qui est commune. 2 oméga, ça veut dire qu'elle est 2 fois plus rapide dans ces oscillations. Donc sur une période, voilà, elle va osciller 2 fois. C'est ça la signification. 2 oméga. Elle va osciller 2 fois plus rapidement. Donc, si je vois sur la moitié d'une période 0, sur l'autre moitié, c'est 0. Donc, le résultat pour ce terme est également 0. Au final, non, ça va faire t sur 2 comme résultat. Donc, finalement, j'ai pas ça. Variation d'énergie sur une période égale à moins R Q0 au carré, oméga au carré, T sur 2. Sachant que donc oméga est égal à 2pi sur T, je vais remplacer. Donc est égal à moins R Q0 au carré, oméga est égal à donc 2pi sur t avec le 2. Donc il reste donc pardon, 2pi sur oméga. Donc oméga égale à 2pi sur t, pareil, donc pour t, 2pi sur oméga. Donc, moins r q0 au carré fois pi fois oméga. Voilà. dE moins. D'accord? Donc, variation d'énergie sur une période, ça vaut la chose suivante. Donc, pour les calculs, est-ce que vous avez compris la manière dont on a fait les calculs? Donc, je prends la variation d'énergie, donc dE, dissipée, donc la perte d'énergie, j'intègre sur une période. Donc, pour calculer sur une période, quelle est l'énergie qui est dissipée sur une période. D'accord? Mais évidemment, dans notre calcul, comme on l'a souligné, on a fait l'approximation que les amortissements sont faits sur une période. On arrive donc à négliger ce terme. Alors, dans le dernier point, coefficient de qualité d'un oscillateur.
Donc cette notion va revenir pour les systèmes forcés. Donc c'est important de la faire. Coefficient de qualité d'avancement. Coefficient de qualité d'un oscillateur. Donc la qualité d'un oscillateur est d'autant meilleure que l'énergie max qu'il peut emmagasiner est grande devant les pertes. Donc la qualité d'un oscillateur, plus vous avez un oscillateur, plus l'énergie qu'il emmagasine est grande par rapport aux pertes, plus l'oscillateur est bon. Donc vous avez une certaine quantité qui est emmagasinée, une certaine quantité qui est perdue. C'est comme on mesure le rendement de quelque chose, d'un système. Donc plus les pertes sont faibles, plus le rendement est meilleur. C'est exactement pareil. Donc la qualité d'un oscillateur, je la mesure par le rapport entre l'énergie qu'il peut emmagasiner par rapport aux pertes vers le milieu extérieur. Et pour cela, donc, on définit ce coefficient qui est égal à E max sur variation d'énergie perdue en valeur absolue. Pour des raisons pratiques dans les calculs, on rajoute un demi, une constante. Ça ne change pas le comportement de la fonction. Donc, ce que nous avons vu la dernière fois donc, pour l'oscillateur, l'énergie max qu'il peut emmagasiner, ça vaut donc un demi de L oméga au carré plus 0 au carré. Donc ça c'est l'énergie totale d'un oscillateur sans les pertes. L'énergie qui est perdue sur une période, vous l'avez? Non. L'énergie perdue égale à P R plus 0 au carré avec oméga. Le coefficient de qualité, je le définis comme étant une grandeur positive. Pour ça, on a fait ici valeur absolue. Okay. Donc, le rapport entre les deux, Q égale à 2pi. Max, donc c'est une demi. Donc, L, oméga carré, plus 0 au carré. Perdu, donc pi, R, plus 0 au carré, oméga. Et ça donne. Donc, vous avez le 2pi qui saute avec le 2pi. Voilà. Le Q0 qui saute avec le Q0. Oméga qui saute avec oméga. Donc, L oméga sur L oméga sur L oméga sur. Donc, le coefficient de qualité. On peut aussi relier, en faisant un calcul, on trouve que le coefficient de qualité est égal à P sur le décrément logarithmique. Q est égal à P sur le décrément logarithmique. Je vous invite à faire le calcul pour le circuit électrique. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? S'il n'y a pas de questions, donc on passe au dernier point du cours. 9e point, fonction de dissipation. Alors, la fonction de dissipation, on l'a définie pour les systèmes mécaniques. Souvent, pour les systèmes mécaniques, pour quantifier les forces de frottement, il est pratique de définir cette fonction-là. On appelle la fonction de dissipation. Donc, le travail fourni par les forces de frottement du W, F, est égal à F alpha fois dr. Donc, est égal à moins alpha V dr. Donc, ça, c'est le travail des forces de frottement. dr est égal à V dt. Donc, ce qui donne en fait dw. Le travail des forces de frottement égal à moins alpha V au carré dt. D'accord. Donc la quantité de chaleur
de chaleur dissipée vers l'extérieur, ça correspond dQ, quantité de chaleur dissipée vers l'extérieur, correspond au travail des forces de frottement. D'accord? Donc il y a une perte d'énergie par photon. Ces pertes vont se transformer en chaleur. D'accord? Donc la quantité de chaleur dissipée vers l'extérieur, ce n'est pas que cette quantité-là égale à alpha V au carré D. D'accord? Donc la puissance dissipée par les forces de frottement par les forces de frottement, P, c'est quoi? C'est une énergie par unité de temps. C'est la chaleur dissipée par unité de temps. Est égal à alpha V au carré. D'accord. Donc ça, c'est la puissance dissipée par les forces de frottement P alpha. Donc par définition, on le définit, on le pose. La fonction de dissipation qu'on note D alpha, c'est la demi-puissance dissipée. Par définition, la fonction de dissipation, c'est la demi-puissance dissipée. Donc, D alpha égale à 1 demi de alpha fois V au carré. C'est bon? Est-ce que c'est clair ce point? Très bien. Donc pour les équations de Lagrange, pour l'application dans les systèmes, pour un système mécanique, l'équation de Lagrange, D sur dt, dl sur dq point moins dl sur dq est égal à moins dd sur dq point. Donc pour un système donné, je vais localiser tous les amortissements, tous les frottements. D'accord. Je vais les matérialiser dans la fonction de dissipation D. D'accord. Et pour l'application de fonction de Lagrange, je vais la mettre au second membre. Donc, premier membre, c'est la partie conservative. Donc, au second membre, c'est la partie non conservative qui caractérise donc les pertes dans le milieu extérieur. Si maintenant U est identique à une translation, donc ça va faire pour l'équation de Lagrange D sur dt, dl sur dx point moins dl sur dx égale à moins dd sur dx moins. D'accord? Pour un système en rotation, d sur dt, dl sur dθ point moins dl sur dθ égale à moins dd sur dθ. Donc ici, ce que nous avons vu la dernière fois, donc ça c'est les forces de frottement, et ça c'est moment de force de frottement. La première, c'est Q égale à X, c'est la force de frottement, et c'est égal à θ. C'est le moment des forces de frottement. Moment des forces de frottement. D'accord. Ouais. C'est bon? L égale à T moins U total. D'accord. Égal à T moins U conservatif moins U extérieur, des forces de frottement non conservatives. Le potentiel conservatif ne dépend pas des vitesses généralisées. D'accord. Pour l'équation de Lagrange, donc D sur dt, D T sur dx point. Le fait que le Lagrangien ne dépend pas de la vitesse. D'accord. Moins
dl droit sur dx. D'accord. Ça ne dépend pas de la coordonnée généralisée. Donc, il dépend de ce paramètre qui dépend de la coordonnée généralisée, donc c'est le potentiel. Moins, donc d moins ça fait un plus, du extérieur sur dx. D'accord, égal à 0. Ça c'est le taux. J'obtiens d sur dt. Ici je rétablis le Lagrangien conservatif. Moins dl sur dx égale à moins du extérieur sur dx. Et cette forme-là, vous la reconnaissez? La force, donc c'est une force qui dérive d'un potentiel extérieur, qui n'est autre que les forces de frottement, F alpha. D'accord? Et ça, c'est le potentiel extérieur des frottements. Ok? Monsieur. Oui. Donc toujours, la force, elle dérive du potentiel. Donc le potentiel, c'est conservatif. Voilà. C'est le conservatif. Ouais. Si elle est conservative, on peut l'écrire sous forme moins gradiente. Si elle n'est pas conservative, elle s'écrit tout simplement constante. Avec une force extérieure qui dépend donc, généralement, elle dépend du temps. Cette force-là. D'accord? Une force de frottement, elle dépend du temps. C'est pas conservatif. Une force conservative, elle est indépendante du temps. Pour l'autre, donc, D sur alors, lorsqu'il s'agit d'une variable angulaire, ce n'est pas d'une variable linéaire, le principe est le même. D'accord? Pour donc l'équation de Lagrange, vous aurez donc d sur dt, dl droit sur d θ point. Donc L droit, je l'ai caractérisé comme étant c'est le Lagrangien conservatif. D'accord? Donc ça c'est L au B. Donc ça c'est le Lagrangien total. Donc ça c'est L droit, c'est Lagrangien conservatif. D'accord. Donc j'obtiens donc D sur dt, dl sur dθ point, moins dl sur dθ, même principe de calcul ici. Donc j'obtiens moins du extérieur, le potentiel extérieur sur dθ. Et ça correspond au moment des forces de frottement. D'accord. du sur dθ, c'est le moment des forces de frottement. C'est bon? D'accord, très bien.